Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Et je voulais juste vous dire un mot par rapport aux non-voyants. En fait, quand les gens me demandent si je suis non-voyant ou malvoyant, je leur dis je suis clairvoyant. En fait, c'est et donc ça permet tout de suite d'établir une relation euh, empathique et voire amicale. Je suis né en Algérie, à Oran, dans une famille très modeste. Mon père était ouvrier, analphabète, néanmoins très doué de ses mains. Je suis l'aîné d'une fratrie de 5 enfants, dont 2 sont décédés, un à quelques mois et l'autre à l'âge de 2 ans. On s'est retrouvés, après le divorce de mes parents, seul avec ma mère, qui a été obligée de prendre un travail comme ouvrière dans une usine de textile. Donc j'ai grandi dans un quartier pauvre d'Oran où malheureusement il y avait beaucoup de misère, mais heureusement beaucoup de chaleur humaine entre les gens, beaucoup de respect. Et je peux vous apprendre que moi j'ai grandi dans un quartier pauvre où il y avait beaucoup d'éducation et beaucoup de valeurs. Parce que il y a des gens qui croient que quand on est dans la pauvreté, on n'a pas d'éducation. Et ça a été des valeurs fondamentale. Alors j'ai eu aussi la chance d'avoir des grands-parents sahraouis qui venaient du désert. Et cette culture-là est vraiment très importante parce qu'on vous apprend la poésie, les contes, les légendes, etc. Et ça vous transmet aussi des valeurs importantes en termes de courage, d'abnégation, de compassion, etc. Dans ce quartier-là, on était nombreux à l'âge de 10, 12 ans à penser déjà à quitter cette région, cette ville, ce quartier, parce qu'on pensait qu'on n'avait pas d'avenir. Et pour quelques-uns, on croyait beaucoup qu'on était capable d'avoir un avenir meilleur. Seulement, il fallait partir, mais on avait une chance sur 10 000 pour partir. Et puis là, à partir de cet âge-là, j'ai commencé à récolter les informations, à travailler de façon méthodique des informations sur l'Europe, sur la France, sur les immigrés, sur la vie, sur comment on pouvait traverser, voyager par bateau, via l'Espagne, etc., etc. Et en même temps, faire des petits jobs pour faire des économies afin de réaliser un jour, de façon utopique, mais afin de réaliser un jour, mon projet, c'était de partir en Europe. À l'âge de 15 ans et demi, j'ai réussi à traverser la Méditerranée et je me suis retrouvé en Europe, donc en villégiature, la France, après la Hollande, après revenir en France. Au bout de 2 ans, j'ai commencé à m'installer, à trouver une place, parce que mon objectif, en fait, c'était de faire des études, d'avoir un métier important, et puis ce métier-là me permettrait de circuler facilement. Parce que le problème, c'est quand on vient d'un pays dit pauvre, je dis dit pauvre parce que l'Algérie, c'est plus compliqué que ça, on a le problème de la circulation, on ne peut pas circuler comme on veut. Et donc le but d'avoir un métier important, c'était de pouvoir circuler, d'avoir la liberté, en fait. Donc avant l'histoire matérielle, avant même la nourriture, c'est la liberté. Et on le répète jamais assez, on le répète jamais assez que le plus important des gens qui émigrent, c'est pour la liberté avant tout. Et donc j'ai commencé à m'installer, donc à faire des études d'agriculture, plus des jobs, et j'arrivais à m'en sortir. Et un jour, au réveil, j'ai un voile rouge qui s'est abattu sur ma vue, c'est-à-dire en fait j'ai eu des hémorragies dans les yeux et donc j'ai perdu la vue. Et ensuite on m'a amené à l'hôpital, j'ai été opéré, mais ça ne marchait pas. Et moi, au fur et à mesure, bah, je réfléchissais et j'essayais de comprendre ce qui m'est arrivé ou ce qui m'arrivait. Et là, j'en voulais au monde entier parce que la souffrance était trop dure, trop douloureuse.
Et on se demande pourquoi c'est moi, pourquoi pas d'autres, et ainsi de suite. Et, et à peu près pendant une année, la souffrance était difficile à dépasser. Et au bout d'une année, j'ai pris conscience qu'en fait, il y avait un challenge à surmonter ça. Et que si je surmontais cette douleur et que je dépassais la cécité et que j'arrivais à accepter le fait de vivre avec ça, pas l'accepter en tant qu'handicap, mais accepter de vivre avec ça, voire même transformer ça, je pourrais développer une force hors du commun qui me servirait après pour tous mes challenges autres. C'était utopique. Je ne savais même pas si j'allais réussir. Ça, c'est, on essaye, on tente, mais mon expérience d'enfant et adolescent d'Oran m'avait prouvé que j'avais déjà dépassé une limite et que j'avais réussi un projet utopique. Donc j'ai tenté, comme un bouddhiste, à réfléchir sur moi-même et à essayer de trouver les armes des sources, même des forces que je pouvais trouver dans cette nouvelle vie ou dans ce nouvel état d'aveugle. Et j'ai trouvé concrètement, je pouvais développer ma mémoire, ma concentration, ma perception de l'autre, mon ressenti. Et du coup, à chaque fois que je discutais avec quelqu'un ou j'allais faire quelque chose, je le faisais avec beaucoup plus d'acuité et les gens le remarquaient. Comme j'étais tombé dans les mathématiques quand j'étais petit, parce que je suis tombé amoureux des mathématiques quand j'avais 8, 9 ans, 10 ans, ce qui n'est pas normal, hein, ça je vous l'accorde. Et donc je me suis dit, pour m'en sortir dans ce monde, être aveugle c'est difficile, l'image est difficile, l'inclusion est difficile, je vais exploiter les mathématiques. Et donc j'ai commencé à faire des études de mathématiques en cours du soir au Conservatoire national des arts et métiers. Et mon but, c'était de le faire le plus loin possible. Pourquoi? Parce que les mathématiques, c'est abstrait. Moi, je suis aveugle, je ne vois rien de concret, mais je suis plus dans le virtuel et l'abstrait. Et à partir de là, au départ, je disais aux gens que l'abstrait et les aveugles, ça allait de pair. Et beaucoup de gens me riaient au nez. Mais au bout de quelques années, j'ai réussi à avoir des diplômes. Et ensuite, c'est des copains et étudiants voyants dans ma classe qui venaient me demander des conseils. Donc je trouvais que c'était une victoire extraordinaire. Mais parallèlement, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait découvrir le judo. Et j'ai commencé le judo, et dès les premiers entraînements, dans un club de personnes dites voyantes, je dis dites voyantes parce que si vous lisez la lettre de Diderot, vous allez voir que, en fait, vous ne voyez pas grand-chose. donc, et donc, je voyais que ça a marché pas mal parce que c'est un sport de sensation qui se fait d'abord à partir du toucher et de sentir. Et donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, l'ambition, c'est d'être ceinture noire, même si je n'osais pas le dire. Parce que j'arrive dans un club de voyants, je suis aveugle, je vais leur dire, je fais du judo déjà, et ils me regardent de haut. Puis après, si je leur dis, je voudrais être ceinture noire un jour, là, c'est pas possible, ça fait trop. Mais au bout de 3 ans d'entraînement, j'ai décroché la ceinture noire. Mais alors, j'ai commencé à faire des compétitions, mais avec des voyants. Alors, il y a la Fédération Handisport qui m'a contacté pour que je fasse des compétitions pour eux. J'ai dit non. J'ai dit, moi, je veux faire des compétitions avec des gens voyants. Pourquoi? Parce que la compétition, le sport, pour moi, c'est un milieu normal. Je n'ai pas envie d'aller m'enfermer dans un ghetto, sachant que le niveau est trop faible, et puis ça ne m'intéresse pas, etc. Donc, je suis resté chez les voyants et j'ai fait des compétitions. Et pour vous faire un peu sourire, c'est qu'un jour, je faisais le championnat d'Île-de-France, et puis je suis le premier judoka qui a mis au tapis un arbitre sans être sanctionné. Alors, vite fait, en fait, c'est
quand on se bat au judo, à un moment donné, si on sort du tapis, on se lâche. Puis moi, c'est l'arbitre qui m'a amené au centre. Et mon partenaire, lui, il venait tout seul. Puis l'arbitre, au lieu de me mettre en face, il m'a mis un peu en face de lui. Et quand il a donné le top, je l'ai attrapé. Et donc les gradins étaient écroulés de rire. Donc, donc voilà. Donc ça, c'était une autre limite. Mais quand je parle de limites et repousser les limites, c'est que quand je m'attaque à un défi, je vous garantis que je ne suis pas sûr du tout que je vais réussir. Mon but et mon objectif, c'est vraiment c'est le chemin, ce n'est pas le résultat. Je rejoins beaucoup mes camarades que le résultat final ne m'intéresse pas du tout. Je fais du judo, par exemple, depuis 36 ans. Pourquoi j'en continue à en faire? Parce que j'ai toujours considéré que le judo, c'était le sport et le judo, c'était un jeu, qu'il fallait d'abord chercher le plaisir. Et moi, je travaille les sensations. Donc, je n'ai pas envie de faire de la force et ensuite me blesser et finir à la limite après abandonner. Vous voyez, donc, j'ai fait la même chose. Après ça, j'ai lancé un autre défi parce que il faut réussir à s'installer, à trouver sa place, etc. Donc, je me suis lancé dans des études de doctorat. Et là aussi, je vous passe les difficultés parce que faire des études dans une université avec un poinçon et une tablette, c'est quand même difficile. Donc le combat, il est double. Il est vis-à-vis de moi-même pour être humble et essayer de progresser, de persévérer et de ne jamais lâcher, ce qui est difficile. Et le combat, il est aussi vis-à-vis des autres. Parce qu'il y a des gens qui étaient extraordinaires, qui m'ont aidé, mais il y en a plein d'autres qui m'ont mis des obstacles, qui n'ont jamais voulu que je continue. Par exemple, au Conservatoire national des arts et métiers, j'ai eu plein de profs, de maths en l'occurrence, qui ne voulaient pas de moi dans leur classe. Et quand je leur disais, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lire ce que vous avez écrit au tableau? Ils me disaient, moi je ne fais pas comme ça. Et pour l'anecdote, un jour, un prof n'a pas voulu m'accepter. Comme il ne peut pas me mettre à la porte, j'ai trouvé un stratagème, mais c'est juste pour vous donner un exemple. J'ai trouvé un stratagème machiavélique. Je venais en avance, je me mettais à la place juste en face de son bureau et je le fixais pendant tout le cours. Au bout de 2 jours, il a craqué. Et après, il a commencé à m'aider, à me donner des polycopies à l'avance, etc. Donc ça veut dire que quand on veut vraiment, pour repousser les limites, il faut travailler avec le cerveau et le cœur. Le cerveau, c'est la stratégie, et le cœur, c'est rester toujours en empathie avec les autres. Ce professeur, même quand il me détestait, moi, je ne l'ai jamais détesté. Moi, mon but, c'était le convaincre pour qu'il puisse m'aider, pour que sa connaissance puisse être transmise. Et donc, c'est ça. Alors que si je l'avais détesté comme il l'avait fait, j'aurais pas fait mon stratagème et puis j'aurais gueulé et puis il m'aurait viré et ainsi de suite. Vous voyez, donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est ce que j'essaye de transmettre maintenant. Alors, un autre défi qui m'a été profitable, c'est que quand j'ai eu ma maîtrise en informatique, je suis allé faire un stage d'informatique. Parce que moi, j'ai fait de l'informatique théorique ici. Il n'y avait pas d'ordinateur adapté, il n'y avait rien du tout. Donc, je suis allé faire un stage. J'ai eu la chance de décrocher une bourse aux États-Unis. J'ai fait un stage de 6 semaines au Baruch College, c'est l'université de New York. Et là-bas, il y avait des ordinateurs adaptés avec synthèse vocale, des imprimantes en braille. Je vous dis, ça, c'est en 1985. Et donc, le séjour américain m'a vraiment regonflé parce que j'ai vu qu'on me regardait normalement, on me parlait à moi, on ne demandait pas à mon guide qu'est-ce qu'il veut. Donc, c'était important. On considérait ce que je faisais, même quand je le faisais mal. Et du coup, après mon stage, je suis revenu ici. J'ai écrit un projet en toute vitesse que j'ai présenté à la Fondation Bleustein-Blanchet, pour ceux qui connaissent, la Fondation de la Vocation.
Et en décrochant ce prix, ce projet il consistait à créer un centre de formation à l'informatique à parité égale entre personnes dites valides et personnes dites handicapées. Quand je parlais handicap, c'est handicap physique, sensoriel. Et à l'époque, les grosses associations de personnes handicapées ne voulaient pas de ça parce que j'allais en fait entamer un monopole. C'est pas bon, hein. Et puis les structures de personnes dites valides n'en voulaient pas parce que j'allais bousculer un petit peu leur. Et j'ai eu la chance, par l'intermédiaire de la Fondation de la Vocation, d'avoir le soutien de la société IBM qui a investi dans mon projet 200 000 francs. À l'époque, c'était une somme. Et puis le regretté Philippe Seguin, qui était ministre des Affaires sociales, bien que je n'étais pas de son bord, il a investi, il a demandé à... Et j'ai créé le centre qui a duré une douzaine d'années, dans lequel on a formé à peu près 1400, 1600 personnes, et qui ont formé en partenariat avec les entreprises, où j'ai eu Capgemini, Eco, etc. etc. Et j'ai essayé de transmettre à mes stagiaires, mes formateurs, à peu près le même esprit. C'est en combat, mais pas d'antipathie. Combat, mais empathie. C'est pour ça que, mais moi, ça m'a été inspiré par le judo. Le judo, on ne dit pas adversaire, c'est mon partenaire. Parce que sans lui, je ne fais pas de combat. Sans lui, je n'existe pas. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Alors, je regarde l'heure, il me reste quelques minutes.